Nous avions laissé nos aventuriers juste après leur rencontre avec la sorcière. Elle a pu donner à chacun d'eux un conseil précieux pour la suite de leurs aventures. Mais ont-ils été suffisamment attentifs pour le comprendre et surtout le retenir ? Nous allons voir ça. Ils décidèrent de se rendre aussitôt chez Protamiel pour ramener la petite fille au plus vite chez elle. Là-bas, sa mère est ravie de voir son enfant, mais elle est mourante, et tous sentent que s'ils n'agissent pas très vite, ils vont la perdre avant de pouvoir l'aider. Siran l'implore alors de prendre la potion de la sorcière avant qu'il ne soit trop tard. Je suis ravie de constater qu'ils ont des priorités, car s'ils avaient trop traîné, malheureusement, la maman de Protamiel aurait été décédée à leur arrivée. Mais elle leur obéit et boit sa potion. Presque aussitôt, elle se redresse. Elle ne sait pas comment les remercier, et elle leur propose la potion que Mondi avait préparée pour elle et qui les a conduits ici la première fois. Meilin est touchée par sa situation et voudrait lui laisser la potion pour qu'elle la vende et se fasse un peu d'argent. Mais comme il ne faut pas abuser de leur générosité, Acario la prend. Roman questionne Protamiel sur la gnome adolescente qui s'est fait arrêter. Protamiel leur dit que c'est une amie. Elle avoue que parfois les enfants du quartier volent de la nourriture, mais elle ne comprend pas pourquoi elle volerait des objets magiques. Nos amis décident de laisser la famille se reposer tranquillement et retournent à leur auberge. Il y a toujours les mêmes personnes, excepté la personne qui passait le balai et les gardes. Ils vont directement au dispensaire où Mondi est encore présente. Meilin lui apprend qu'ils ont également livré un remède à Alita et elle lui raconte toute l'histoire. Comme promis, Mondi les soigne un par un. Au cas où, Meilin a toujours un tas d'éraflures dues aux plantes du labyrinthe, tandis qu'Acario et Roman se sont pris plusieurs coups de lame aux jambes. Comme s'il en a rien, elle lui offre plutôt une potion de soin. Roman se souvient enfin qu'on lui avait conseillé, lors de son arrivée, de s'adresser à elle pour connaître les elfes noirs présents en ville. Il lui pose donc la question. Elle regarde son registre, elle en a soigné 3. Glorure, qui vit dans le marécage. Il a le fléau elfique, cela fait un moment qu'elle ne l'a pas vu. Le deuxième était un ami au champion local. Elle n'a pas noté son nom, mais elle pense qu'il est déjà reparti. Il était simplement venu pour vérifier s'il n'était pas malade. Elle leur dit que Brebas Physos, le champion, pourra sans doute leur en dire un peu plus sur son ami. Et le troisième, c'était un chasseur, il avait un arc. Il a sans doute pas voulu donner son nom, car elle ne l'a pas noté non plus. Mais il existe un temple dédié au dieu Tei, le dieu de la chasse, en ville. Ils auront peut-être plus d'informations. Meilin veut savoir si les 3 étaient malades. Mondi leur dit que seul le premier l'est. Mais que le fléau elfique est une maladie longue qui est asymptomatique à ses débuts. Du coup, les elfes noirs viennent voir les médecins régulièrement pour vérifier leur santé. Elle informe également Meilin que les elfes normaux peuvent également être touchés. C'est simplement que la maladie est née sur le territoire des elfes noirs, et de ce fait, c'est eux qui sont le plus durement touchés. Elle délivre également des certificats de bonne santé qui sont parfois demandés lorsqu'un elfe veut quitter ou entrer en ville. Meilin veut savoir si elles vend également des potions de soins, comme elle a donné à Siran. C'est une pièce d'or la potion. Elle en achète une et la boit tout de suite. Galvanisée par cet exemple, Acario en achète une également, mais la garde dans son sac pour les urgences. Il retourne à l'auberge et s'installe à une table pour manger. Siran, Roman et Acario se laissent tenter par le poulet au basilic avec un plat de fèves et de pâtissons cuits dans du jus de viande avec une bière blanche, alors que Meilin préfère un plat de boulettes de pois et d'oignons. Après leur repas, lorsque la tavernière vient débarrasser, il papote un peu avec elle. Elle leur apprend que cela fait quelques années qu'elle travaille ici. Meilin veut savoir si elle a déjà vu le prince Zalanos. Elle répond négativement. Il vient de temps en temps à Puermotejas, mais il ne s'installe pas à l'auberge pour dormir. Mais elle leur apprend que son fils, le prince héritier, est de passage en ville. Roman suppose que c'est pour le tournoi et elle confirme. Il est jeune, c'est un adolescent d'environ 14-15 ans, et cela sera son tout premier tournoi. Elle ignore s'il sera ou non doué, mais il est possible qu'il détrône leur champion local. Et elle repart à son travail. Cela va être une soirée lecture. Acario souhaite lire son livre sur les plus grands pirates, Siran relire le carnet qu'ils ont trouvé dans le labyrinthe, Meilin le livre de jardinage de Dalerf. Entre parenthèses, il lui avait prêté seulement pour la soirée à la base, mais bon. Et Roman, celui de l'héraldique que lui a donné la sorcière. Pendant sa lecture, Roman examine le blason de son empereur. Il y a un chapitre juste au-dessus, avec seulement 2 ronds au lieu de 3. Le texte indique que le blason a été modifié à une date totalement inconnue. Un jour, il y a eu 3 ronds, mais personne ne peut expliquer la raison de ce changement, alors qu'en héraldique, en général, il y a des règles pour ce genre de choses. C'est donc assez peu commun. L'auteur du livre indique qu'il n'a pas réussi à poursuivre ses recherches, car la bibliothèque, où il aurait pu trouver ces informations, a totalement brûlé. Roman regarde également le blason du comte local et celui du prince. Le texte explique la signification, mais il n'y a rien de particulier à en retenir. Les aventuriers vont prendre leur petit déjeuner,
et un petit garçon entre dans l'auberge. Si vous vous souvenez bien, c'est celui qui vendait des cartes à leur arrivée en ville. Celui que Maylin a volé. Il va demander quelque chose à la tavernière qui pointe nos amis du doigt. Il se dirige vers eux en fixant Maylin. Puis, il se décide à l'ignorer et se tourne vers Acario pour lui parler. Il l'informe qu'il a un message. Voici son contenu. La statue du comte a été profanée, veuillez enquêter au plus vite, récompense à la clé. Le pirate veut savoir qui l'a envoyé, mais il n'en sait rien, car c'est un autre coursier qui lui a transmis le message. C'est une méthode courante employée lorsque l'on souhaite rester anonyme. Maylin lui demande comment recontacter la personne du coup. L'enfant fixe Maylin, puis se tourne à nouveau vers Acario pour répondre. Il ne connaît pas le contenu du message, lui il délivre simplement, c'est pas son problème. Mais il dit que l'auteur de la missive a bien su les trouver une fois, il saura à nouveau les retrouver en cas de besoin. Siran demande si ce message était bien pour eux spécifiquement. L'enfant lui répond qu'on lui a demandé de le délivrer à 4 aventuriers accompagnés d'un enfant et d'un singe en peluche. Cela laisse peu de doute. Maylin lui demande s'il veut voir le singe. Il la regarde, puis se tourne à nouveau vers Acario sans lui répondre. Acario lui demande où se trouve la statue. L'enfant lui rappelle qu'ils ont refusé de le payer en tant que guide à leur arrivée. S'ils avaient été moins radins, ils auraient déjà l'information. Puis, il repart en courant. Une fois qu'il est parti, Siran informe les autres qu'après relecture du carnet, il pense que ce dernier est en rapport avec le livre de la destinée. Il pense que l'auteur était sur la bonne voie pour le trouver. Il suppose ne rien pouvoir tirer d'autre comme information de ce carnet. Tant pis. D'ailleurs, pour la première fois, Siran parle d'aller à la bibliothèque du comte. Pour rappel, c'est au trésor du comte qu'il doit se rendre. Il confond car il cherche un livre, mais vous allez voir que cette confusion va perdurer très longtemps. Maylin rappelle qu'ils devront également se rendre à la prison à un moment donné pour la carte d'Acario. Mais elle pense que la priorité, c'est le cours d'archerie avant le tournoi. Avant de partir, Siran propose son anneau d'endurance aux autres et Acario le prend. Puis finalement, changement de plan, ils retournent au pigeonnier. Bon, ils n'ont pas de courrier, après tout ça fait que quelques heures qu'ils en ont reçu et qu'ils ont répondu aux dernières missives. Ils questionnent rapidement la tenancière sur l'emplacement de diverses boutiques et la statue du comte. Juste après, elle retourne à la boutique de magie qui est juste en face. Ils veulent interroger le propriétaire sur le vol, mais ce dernier est assez gêné d'évoquer cet événement. Maylin présente leur groupe comme des aventuriers justiciers. Je suis pas certaine de cette définition, mais on va rien dire. Le marchand est sceptique, car les gardes l'ont informé qu'ils avaient déjà arrêté quelqu'un. Ils lui ont également ramené sa corde magique. Comme les aventuriers doutent de l'identité du coupable, il veut leur prouver que c'est la bonne corde. Il leur demande d'essayer de la couper avec un couteau, mais c'est impossible. Cela prouve donc que c'est la bonne corde qui a été retrouvée. Roman essaye de faire preuve de diplomatie, pour changer. Et il lui explique que l'adolescence gnome a peut-être été piégée pour le vol. Flack reconnaît que 2 autres objets sont toujours manquants. Roman veut savoir ce que sont ces objets, mais le vendeur est à nouveau très gêné. Il finit par leur dire qu'il recherche toujours un collier et une flûte. Siran réussit à le convaincre de leur dire toute la vérité. Du coup, Flack avoue que les 2 derniers objets sont des objets maudits. Il possède plusieurs objets maudits dans le magasin, mais il les garde en réserve et ne souhaite pas les vendre. Il n'a pas informé les gardes de ce détail. Il aimerait que cela reste secret, car il est strictement interdit d'en vendre. Il veut prouver sa bonne foi en leur rappelant qu'il n'a pas cherché à leur en vendre la veille. Mais bon, difficile de décerner un objet magique d'un objet maudit quand on n'a pas d'expérience. Il les met en garde. Il ne faudra pas essayer d'utiliser ou même de garder ces objets s'il les retrouve. La flûte empêche quiconque qui a commencé de jouer de s'arrêter, et mettre le collier rend sourd, et empêche également de l'enlever. Il leur dit également que le voleur doit avoir une idée derrière la tête, pour avoir ainsi pris 2 objets maudits sur les 3 qui ont disparu. Si quelque chose arrive, cela va lui retomber dessus, et il est très inquiet. Acario veut savoir qui est au courant qu'il possédait des objets maudits. Flack avoue que la plupart des habitants le savent, car quand ils tombent sur un objet maudit, ils viennent s'en débarrasser ici. Seuls les gardes et les touristes l'ignorent. Pour les inciter à l'aider et à garder le silence, Flack leur propose de les récompenser en leur offrant un objet magique. Il précise qu'ils pourront choisir parmi les objets à la vente, et pas les autres. Siran veut savoir comment il a obtenu les objets qui lui ont été volés. Le marchand dit que la flûte, il l'a depuis au moins 20 ans. Il se souvient plus des détails. Par contre, le collier, cela ne fait que 2 mois qu'il l'avait. Une femme l'avait retrouvé dans les affaires de sa mère décédée et l'a apporté à la guilde des mages, qui l'a identifié comme maudit et qui lui a conseillé de venir ici. Maylin demande s'il connaît quelqu'un du nom de Bézémur, mais c'est pas le cas. Elle demande ensuite la date et l'heure exacte du vol. Il a eu lieu durant la nuit précédant la dernière qui vient de se passer. Elle veut ensuite savoir s'il y a des traces d'effraction.
Il lui montre une vitre qui est cassée. Il a mis un petit morceau de carton devant. Roman veut savoir qui, en ville, serait capable d'identifier un objet maudit. Flack lui dit que ce serait surtout la guilde des mages, mais il ne les voit pas commettre un vol. Notre guerrier lui fait remarquer que le seul objet retrouvé, c'est celui qui n'était pas maudit. Le marchand dit qu'il y a une méthode simple. Il suffit de regarder la liste d'objets en vente et de prendre un des objets qui ne l'est pas pour être certain que ce soit un objet maudit. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en magie. Les aventuriers font un petit aparté entre eux. Roman est persuadé que la corde a simplement servi à piéger la gnome. C'est les objets maudits qui étaient visés dans le cambriolage. Maylin veut les retrouver pour éviter que des objets dangereux soient en libre circulation en ville. Mais Roman lui dit que la raison principale, c'est surtout de sauver une innocente de la prison. Il retourne vers Flack. Acario veut visiter la réserve où les objets étaient entreposés. Le gobelin n'est pas très enthousiaste à cette idée. Il a d'autres objets maudits à l'intérieur, et parfois ils réagissent à des sons ou à un simple contact, et il a peur pour la sécurité des aventuriers. Maylin se coupe en inspectant la fenêtre cassée. Acario regarde à son tour et remarque que les petits éclats de verre qu'il reste sont dans le magasin, ce qui signifie que la fenêtre a été cassée de l'extérieur. Il remarque également que la taille du trou de la fenêtre peut permettre, certes, à un gnome de passer, mais éventuellement à une race plus grande, excepté peut-être un géant. Maylin ramasse le cadenas de la porte de la réserve et découvre que c'est un cadenas complexe à crocheter et que cela a dû être fait par un expert. Maylin demande à Flack s'il y a une guilde des voleurs en ville. Il lui répond que s'il y en avait une, ce serait étonnant que les gens soient au courant, mais en vrai il ne pense pas que ce soit le cas. Il y a 3 guildes en ville, une de mages, une de commerçants, une des rangers. Elle veut ensuite savoir si ce genre de cambriolage est fréquent. Flack lui dit que dans sa boutique, c'est la première fois que ça arrive. Avant de partir, Maylin utilise son pouvoir et gagne 4 pièces d'or. Elle les donne aussitôt à Acario, et pour rappel, c'était leur marché en échange du bâton de feu. Ils ressortent dans la rue et ont envie de visiter la boutique de l'antiquaire dont ils ont entendu parler au pigeonnier. Elle possède une devanture avec 2 R entrelacés ensemble. Juste en dessous, son nom en lettres grises. Reliques et richesses. Le magasin semble petit mais bien entretenu. Il paraît être le plus visité de la rue, des clients entrent et sortent à toute heure. Les aventuriers entrent. Il y a des bijoux sous une cloche de verre, une penderie, du matériel de cuisine, ainsi que tout un bric-à-brac incatégorisable qui s'étale sur plusieurs étagères. Siran et Maylin examinent en détail la boutique. L'elfe remarque une étagère avec des bourses et des pochettes, ainsi que des outils comme des pelles, des pioches, etc. L'érudit, lui, remarque différents bijoux, dont un collier de diamants. La vendeuse, grande et large, la peau un peu cireuse d'environ 20 ans, arrive vers eux. Pour une fois, il commence par lui demander son nom. Il s'agit de Sem Raziel. Siran la questionne sur le beau collier qu'il a remarqué. Comme il pose beaucoup de questions étranges, elle leur précise qu'elle ne vend que des objets non magiques et qu'il faut arrêter de toujours demander ce que fait tel ou tel objet, mis à part remplir sa fonction principale. J'ignore totalement pourquoi, mais Maylin drague ouvertement la vendeuse, qui paraît sensible à ses charmes. Elle lui donne même rendez-vous, plus tard, dans la soirée, à l'auberge. Siran demande à Sem des conseils pour envoyer un bijou à Hard, sa docker de rocher sous bois. Il finit par acheter pour 1 pièce d'or un collier avec des coquillages incrustés dessus. Siran lui pose également plusieurs questions sur son médaillon et sur une éventuelle pierre rouge, mais la discussion n'aboutit pas à grand-chose. Acario lui fait examiner sa boussole, et celle-ci ne pointe pas vers le nord. Sem lui dit que soit elle est cassée, soit elle est magique, mais que du coup, dans les 2 cas, ça l'intéresse pas. Roman, lui, a envie de faire des affaires et de revendre des objets qui ne lui servent plus à rien. Il lui propose une broche en forme d'encre de navire qu'ils avaient trouvée dans la maison abandonnée. Un sachet de sable blanc, trouvé dans le labyrinthe. Maylin en profite pour montrer le diapason qu'elle possède. Elle propose 3 pièces d'or pour les 2 objets de Roman et 1 pièce pour le diapason. Les 2 acceptent. Soudainement, la vendeuse fronce les sourcils et paraît intriguée. Elle demande à Roman s'il est déjà venu. Elle dit qu'elle vient d'avoir une sensation de déjà-vu en faisant affaire avec lui. Le guerrier lui répond qu'il n'est jamais venu, mais qu'il recherche son frère qui lui ressemble beaucoup. Elle réfléchit et lui dit que c'est le fait d'avoir essayé de lui vendre quelque chose qui lui rappelle un truc. Maylin lui demande si ça avait rapport avec des bijoux, et effectivement cela débloque la mémoire de la marchande. Elle dit à Roman que la dernière fois qu'il est venu, il était accompagné d'un elfe noir. Il est venu plusieurs fois et toujours pour observer les chevalières. Elle était agacée car il achetait jamais rien, il venait juste pour observer. Et d'un coup elle se souvient des détails. Elle a mis Lucius et l'elfe à la porte. Ils avaient cherché à lui vendre une bague avec de fausses armoiries dessus.
Lucius lui aurait dit que si elle n'achetait pas l'objet, il allait avoir de gros problèmes avec un membre de la guilde des commerçants. Elle a pensé que c'était une arnaque, alors elle les a mis dehors. Elle se méfie du coup des objets que vient de lui vendre Roman. Ce dernier lui explique alors toute son histoire, mais elle est sceptique que la bague en question soit réellement celle de l'empereur à cause des erreurs d'armoirie. Roman tente d'obtenir plus d'informations, et elle se souvient également que Lucius avait eu l'air très énervé qu'elle lui apprenne que c'était une fausse bague, car il pensait en tirer une fortune. Roman lui demande si l'erreur du blason était qu'il n'y avait que 2 cercles au lieu de 3, et elle confirme. Ils finissent par repartir un peu de mauvaise humeur. Il est enfin temps d'avoir la leçon d'archerie d'Acario. Ils sortent de la ville pour se retrouver dans un terrain vague afin de ne blesser personne. Comme c'est une idée à eux, je leur demande de me raconter en détail le déroulement de la leçon pour que je sache exactement ce qu'ils vont gagner. Ou perdre, on sait jamais. Et en vérité, Acario s'en sort très bien. Il explique comment tenir l'arme et la flèche, comment se tenir pour être le plus précis possible, ensuite il passe à la respiration, puis au tir en lui-même. Ils y passent 2 heures au total. J'offre 10 points en dextérité aux 3 élèves, ainsi que 20 points en combat à distance, ainsi que 5 points supplémentaires le temps du tournoi car la leçon est toute fraîche. Ils perdront ces derniers points par la suite. Je supprime 5 flèches perdues, cassées ou autres de l'inventaire d'Acario. Pour qu'Acario, qui a fait le plus gros du travail, ne se sente pas lésé, je lui offre 10 points en psychologie et 20 points en convaincre. Je les informe que Théus a profité un petit peu aussi de cette leçon. Méline veut que le groupe se mette d'accord sur un signe, si l'un d'entre eux a besoin d'aide contre un concurrent. Immédiatement, Roman lui dit qu'il refuse de tricher. Méline et Acario veulent aller faire une sieste pour être en forme pour le tournoi. Siran préfère se laver pour se défaire de ses courbatures, et Roman, lui, souhaite manger une petite soupe. Ils se rendent donc à l'auberge. Mais finalement, une fois arrivés, Acario souhaite discuter avec les personnes présentes dans l'auberge. Il se dirige vers la géante qui prend son repas. C'est une femme avec un piercing à la lèvre, des cheveux roux courts et raides. Acario lui dit qu'il participe au tournoi. Elle est un peu méfiante, mais l'autorise à s'asseoir avec elle. Elle l'informe être venue spécialement pour le tournoi. Elle vient de l'île des géants. Elle souhaite gagner pour rapporter de l'argent à sa famille. Méline lui demande si elle est passée par Rocher-sous-Bois. C'est le cas, mais un mois plus tôt. Méline lui demande si elle connaît bien l'assistant du contremaître, Gurbag. La géante se vexe un peu. Elle trouve cela raciste de supposer que tous les géants se connaissent entre eux. Elle les informe que cette année, la victoire au tournoi sera compliquée à obtenir. Car outre le champion, qui gagne tous les ans, il y a aussi des personnes malhonnêtes. Elle garde d'ailleurs son arc bien contre elle en mangeant et leur dit de faire la même chose. Et, pour finir, cette année, le prince héritier sera inscrit. Roman lui demande s'il est doué à l'arc. La géante ne le pense pas. Pour elle, c'est un novice. Mais un prince tout de même, et le laisser gagner pourrait permettre d'obtenir des faveurs. Et même sans cela, être la personne qui a éliminé le prince pourrait potentiellement s'en faire un ennemi à vie. Acario demande à la géante son nom. Il s'agit de Valo. Le pirate lui demande si elle a des conseils à leur donner. Mis à part d'être prudent, elle ne sait pas grand-chose. C'est sa première participation. Elle trouve vraiment étrange que ce soit toujours la même personne qui gagne chaque année. Elle leur raconte des ragots. Il paraîtrait qu'une année, il a même gagné avec le doigt cassé, surtout grâce aux 4 désistements qui se sont produits. Elle donne un avertissement aux aventuriers. Si elle les surprend à tricher, elle réglera ses comptes avec eux en dehors de la ville. Par contre, s'ils gagnent en toute bonne foi, elle s'inclinera avec plaisir. Siran lui demande si c'est une menace. Elle répond affirmativement. Roman la comprend totalement et a l'air de vouloir s'en faire une amie. Acario lui demande des informations sur sa famille. Ce sont des commerçants de laine de mouton. Elle avoue ne pas être douée ni dans le commerce, ni dans l'élevage, alors elle veut participer à sa façon et leur apporter de l'argent autrement. Le pirate lui demande qui sont les 2 hommes qui la regardent méchamment à la table voisine. Ce sont des amis du champion. Le groupe la laisse finir son repas et se met à parler ensemble. Méline propose d'aller hypnotiser le champion pour avoir une chance de gagner le tournoi. Siran est très enthousiaste à l'idée et Acario se laisse convaincre à moitié. Sans surprise, Roman est contre. Acario lui dit qu'il est plutôt d'accord avec Roman pour ne pas tricher, mais il pense que le champion, lui, est un tricheur, et cela rééquilibrera la balance. Roman rétorque qu'il faudrait mieux prouver la triche du champion plutôt que de tricher eux-mêmes. Ils finissent par se mettre d'accord de ne pas agir le premier jour. Au pire, s'il y a vraiment un problème, ils auront la soirée pour le régler avant la journée du lendemain. Acario sort sa boussole qui pointe vers l'ouest. Ils se rendent au tournoi. C'est la même scène que la veille, mais avec bien plus de personnes. Ils se font vérifier les places et on leur indique de se diriger vers la gauche sous le chapiteau, la droite étant l'entrée des spectateurs. Ils suivent les indications et arrivent dans un endroit un peu plus calme. Ils entendent beaucoup moins les murmures de la foule.
Il y a un homme qui tient une échoppe non loin d'eux. Il y a également plusieurs compétiteurs. Certains aiguisent leurs flèches, d'autres font les 100 pas, etc. Ils entendent des jurons et des exclamations qui proviennent d'une voix féminine. Ils l'ignorent pour aller acheter leur second arc. Le vendeur leur demande quel genre d'arc ils souhaitent. Il en vend 3 types, plus ou moins chers et donc plus ou moins efficaces. Acario tente de négocier le prix du meilleur arc. Siran lui vient en aide en utilisant son pouvoir journalier et il baisse le prix de 10 pièces d'or. Alors, Acario le prend à 40 pièces d'or. Ils achètent ensuite des flèches. Siran remarque qu'il y a 2 pots où elles sont rangées, et grâce à ses anciennes lectures de Rocher-sous-Bois, il sait que l'un des pots contient des flèches moyennes et que l'autre de bonne qualité. Bien entendu, le marchand saisit celles de moins bonne qualité, et Siran lui dit de prendre plutôt les autres. Le marchand est surpris qu'ils s'y connaissent, il ne s'y attendait pas. Roman achète, quant à lui, une corde d'arc. Après leur achat, ils entendent toujours les jurons non loin d'eux. Ils repèrent également Valo qui vérifie son matériel et semble très concentré. Il y a également un homme appuyé contre un mur. Siran se dirige vers la géante, mais les 3 autres préfèrent aller voir la personne qui est énervée. Ils se retrouvent devant une naine avec les traits déformés par la colère. Elle a les cheveux et les yeux noirs, petite, un peu maigre. Les aventuriers lui demandent ce qu'il se passe. Elle leur montre la corde de son arc qui a été coupée en 2. On lui a également volé toutes ses autres cordes. Directement, Meilin lui demande si elle est une concurrente sérieuse au champion. Elle pense ne pas être trop mauvaise. L'elfe lui demande si elle sait qui a fait cela. La naine pense le deviner, mais elle n'a aucune preuve. Meilin lui dit que le marchand vend des cordes à 1 pièce d'or. Mais la naine lui répond qu'elle n'a plus rien. Elle avait justement dépensé tout son argent pour avoir tout d'avance. Mais comme cela lui a été volé, elle ne peut pas refaire son stock et va devoir annuler sa participation au tournoi. Roman négocie avec elle. S'il lui offre une corde et qu'elle gagne, la naine leur redonnera 10% du gain. Cela fait 10 fois plus que le prix de la corde. Acario est sceptique car si elle perd, elle ne pourra jamais les rembourser. Roman lui rappelle que cela fera un concurrent de plus qui pourrait potentiellement éliminer le champion. Finalement, Acario est touché par son histoire et lui offre une pièce d'or pour qu'elle aille s'acheter une corde. La naine est très reconnaissante, elle pleure de joie cette fois-ci. Pendant ce temps, Siran est avec Valo. Il la prévient que le vendeur est un peu malhonnête et peut vendre de bonnes ou de mauvaises flèches. Elle est très heureuse de l'avertissement. Siran rejoint ensuite ses amis. Théus se propose de surveiller leurs affaires pendant qu'il participe, juste au cas où. Acario se dirige vers l'homme qui se tient contre un mur. Il est petit, avec des cheveux gris et courts. Il se présente, Lyrus. Acario lui demande d'où il vient. L'homme lui répond qu'il fuit la guerre du Nord. Arrivé à Puermotejas, il a appris l'existence du tournoi et c'est un peu par hasard qu'il s'est inscrit. Siran veut savoir si c'est la première fois qu'il participe au tournoi, et c'est effectivement le cas. Il trouve que c'est un honneur de concourir contre le prince héritier, et en fait, c'est ce qui l'a décidé à s'inscrire. Il avoue de ne pas être un archer. Il a bien un arc et des flèches, il chasse un peu pour se nourrir, mais ça s'arrête là. Il avoue lui-même ne pas être un concurrent très sérieux, mais il avait envie de se faire plaisir. Il explique qu'il était marchand, mais il a tout perdu à cause de la guerre, donc il cherche un endroit pour tout recommencer à zéro. Lyrus leur dit qu'il paraît que le prince héritier n'est pas très doué, et que cela peut être un adversaire à sa mesure. Acario l'observe plus attentivement, et il remarque que c'est une personne pas très riche avec des vêtements usés. Il n'a pas des mains d'archer, et Acario se dit qu'il aimerait bien tomber contre lui. Par contre, il le prévient de faire attention à ses affaires et l'informe des sabotages qui ont eu lieu. L'homme le remercie de ses conseils, mais il ne pense rien craindre car il est l'outsider du tournoi. Alors qu'il s'éloigne de Lyrus, un autre humain entre, un visage sympathique, de longs cheveux gris ondulés, et il fait signe à tous les concurrents de le rejoindre. Il se présente, Sodikar Rinsen, arbitre et animateur du tournoi. Il est là pour leur expliquer les règles et le déroulement. Il a besoin de leur nom pour les présenter à la foule. Le tournoi se déroule sur 4 jours. Le premier et le deuxième par tirage au sort. Chacun va affronter 3 autres personnes par jour. Ensuite, les 4 meilleurs vont en demi-finale le 3e jour et en finale le dernier. Il les informe de la présence du prince héritier, même si nos amis le savaient déjà. Il a reçu un message du comte qu'il est obligé de transmettre, mais qu'il ne cautionne pas. Le comte aimerait que le prince arrive au moins jusqu'aux demi-finales, histoire de faire bonne figure auprès de son père et du peuple. Sodikar préférerait l'honnêteté et aucune triche dans son tournoi. Il invite donc les concurrents à jouer normalement, qui que ce soit en phase 2. Il rappelle ensuite les lots. 100 pièces d'or pour le gagnant, 50 pour le second. Siran veut connaître les systèmes anti-triche, et il lui répond que c'est essentiellement le travail des patrouilles de garde qui sont en grand nombre.
Acario lui dit que son système est peut-être défaillant, et il l'informe de ce que la naine a subi. L'homme lui demande s'il a trouvé une solution. Elle répond affirmativement grâce aux aventuriers. Acario ne comprend pas pourquoi ce n'est pas lui qui a offert une corde, et il répond que c'est dans le règlement. Les participants doivent apporter leur propre matériel. Il a tout de même mené l'enquête et a découvert un pan de tente découpé. Et il pense que c'est un spectateur qui aurait parié sur l'un ou l'autre des participants qui aurait fait cela pour être certain de remporter la mise. Ils ont fait réparer le chapiteau, mais grâce à cet indice, ils ne pensent pas que ce soit l'un d'entre eux qui ait fait ça. Il leur explique que lorsqu'ils entendront leur nom, après les présentations, c'est que le tirage au sort aura eu lieu, et qu'il faudra donc entrer au centre du chapiteau pour concourir. L'homme repart et va animer le tournoi. Il nomme un à un les concurrents. Nos amis remarquent que le public est vraiment fan de Brébas, le champion. Ils apprennent par cette occasion le nom des autres adversaires, ainsi que quelques anecdotes. Par exemple, Drudar et Kanat, deux acolytes présents presque chaque année et qui perdent souvent face aux champions. Ils apprennent le nom de leur ami naine, Narvia, paix de la caverne. La foule est beaucoup moins enthousiaste à l'évocation de tous les noms autres que le champion, mais se réveille à la fin lorsqu'on annonce la participation du prince héritier Roland. Du coup, de mon côté, j'avais préparé les résultats des autres candidats lorsqu'ils tombent l'un contre l'autre, et je n'ai fait jouer que nos 4 amis. Par contre, j'ai bien fait un tirage au sort pour savoir contre qui ils allaient tomber. J'ai fait jouer leurs adversaires aussi avec des jets de dés, mais selon leur niveau en archerie, avec plus ou moins de bonus ou de malus. Roman est le premier des 4 à entrer. Il prend l'un des arcs d'Acario et rejoint le présentateur au centre du chapiteau. C'est un grand espace avec un sol de terre. Il y a 8 cibles disposées en ligne. Les gradins entourent les 3/4 de l'espace, le quart restant étant là d'où il vient. Il y a également une grande estrade où l'animateur est en train de parler. Il remarque aussitôt le meilleur endroit pour observer le spectacle. C'est une loge, gardée par des soldats. De loin, il lui semble repérer un couple et 2 enfants à l'intérieur. Roman fait son jet pour découvrir son adversaire et se retrouve contre Lyrus. Comme ce sont de nouveau, la foule n'est pas très enthousiaste. Le round va se passer en 4 tirs chacun. Il faudra faire un jet de combat à distance, et je leur demande simplement si c'est une réussite critique, une réussite, un échec ou un échec critique. Ce jet compte pour les 4 tirs, et juste après ce jet, il faudra faire 4 jets de 4. En gros, pour les joueurs, le chiffre obtenu va être majoré ou diminué selon le jet précédent. Les PNJ, eux, ne font que les jets de 4, car je sais à l'avance s'ils sont doués ou pas. Bref, je vous donnerai pas les calculs dans le détail, c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement. Roman est particulièrement bon sur ce premier round, mais Lyrus n'est pas mauvais. Malgré tout, Roman a gagné. Siran est le second à passer. Il se retrouve contre Valo la géante. Et c'est elle qui gagne, mais pas franchement grand-chose. Acario se lance à son tour. Il tombe aussi contre Lyrus. Acario fait presque un score parfait. La foule s'est réveillée et l'a longuement acclamé. Il a mis dans le mille pour 3 tirs sur 4. À sa sortie, la foule clame son nom, et Lyrus a perdu de très très loin. Méline, motivée, entre au centre du chapiteau. Elle tombe contre Valo également. Décidément. Par contre, Méline met toutes les flèches à côté de la cible. Elle se fait huer par la foule, et Valo remporte le match. Roman va faire son deuxième match de la journée, et il tombe à son tour contre Valo. Comme il s'agit de 3 matchs par jour par personne, Valo ne pourra pas être à nouveau tiré au sort. Roman se concentre, il se souvient des leçons d'Acario. Il fait abstraction de la foule, et il met dans le mille sur ses 4 tirs. Roman obtient donc sa deuxième victoire, et on n'entend plus que des « Roman, Roman » dans la foule, qui s'est trouvé un nouveau favori. Siran entre à nouveau. Il va être contre Drudar, un homme très attrayant. Notre érudit se souvient de l'avoir vu à la taverne en train de regarder méchamment Valo. Il en déduit que c'est un ami du champion. Siran met dans le mille sur sa première flèche. Acario, dans les coulisses, se dit qu'il est vraiment un professeur exceptionnel. Mais Drudar n'est pas impressionné, car il met également dans le mille. Siran réitère sa performance sur son deuxième tir. Son adversaire est agacé et il fait un mauvais tir. Siran fait la même chose une 3e fois. La foule est dans l'incompréhension. Il avait été mauvais au premier round, mais il devient excellent au deuxième. Drudar fait un tir correct, mais pas impressionnant non plus. Pour leur dernière flèche, Siran tire non loin du centre, et Drudar met dans le mille. C'était un round plein de suspense qui a beaucoup plu à la foule. Siran a tout de même gagné. Acario entre juste après et il fait le dernier match de Lyrus. Sans doute motivé par les performances de ses compagnons, il met 4 fois dans le mille. Lyrus n'a pas été mauvais, mais il n'est clairement pas à la hauteur de nos aventuriers.
L'arrivée de Meilin calme la foule qui s'attend à la voir échouer lamentablement, comme au premier round. Elle va jouer contre Narva la naine. Meilin, on ne sait pas comment, imite ses compagnons et fait 4 dans le 1000 d'affilée. La pauvre petite Narva, elle fait un très mauvais score et perd donc. La foule est un peu plus mitigée que pour les autres. Après tout, elle n'a pas touché une cible au premier round et là elle réussit tous ses tirs. Le dernier round va commencer par Roman qui tombe à son tour sur Druidar, l'ami du champion. À son premier tir, Roman n'est pas loin du centre, mais son adversaire fait un tir médiocre. Le deuxième tir, Roman met dans le 1000. Druidar fait la même chose qu'auparavant. Pour le troisième tour, c'est Druidar qui met dans le 1000 et Roman qui tire juste à côté. Leur tir est inversé la 4e fois. Roman a donc gagné ses 3 matchs et il se retrouve en tête du tournoi. Siran va faire son dernier match. Il se retrouve face à Kanat, l'ami de Druidar et du champion. Il est très maigre, il a des cheveux blonds foncés raides ainsi qu'une peau bronzée. Kanat a visé 3 fois dans le 1000 et Siran a visé 3 fois au plus loin. Il perd donc ce match-ci. Acario joue également contre Kanat. Le pirate tire 4 fois de suite juste à côté du 1000. Sans doute fatigué, Kanat fait à chaque fois un petit peu moins bien que notre pirate, qui a donc également ses 3 victoires. Meilin finit la journée contre Druidar. Elle enchaîne 4 dans le 1000. L'animateur commente en disant qu'elle avait fait exprès d'échouer le premier round simplement pour frimer par la suite. À la fin de cette séance, le présentateur fait un récapitulatif des victoires et des défaites. Roman, Acario, le champion et le prince sont les 4 personnes en tête, mais il rappelle que le lendemain peut tout changer. Après cela, dans les coulisses, Narva vient les remercier à nouveau et promet de trouver un moyen de les récompenser de leur gentillesse. La boussole d'Acario indique le nord au fait. Les 4 amis vont à l'entrée de la ville pour retrouver le petit garçon qui vend des cartes. Acario lui demande son prénom. C'est Dotoder. Acario lui demande s'il a des ragots sur les voleurs en ville. L'enfant lui répond qu'il en a marre de se faire avoir. Logiquement, il est payé pour ce genre d'infos. Acario lui offre donc une petite pièce et ils partent tous ensemble pour faire la visite guidée de la ville. Mieux vaut tard que jamais. Acario veut savoir s'il a entendu parler de voleurs de chevaux et le petit promet de se renseigner. L'enfant suppose que les aventuriers ont déjà trouvé l'emplacement du tournoi et où se loger, mais vu qu'ils l'ont payé, Siran veut quand même une visite complète. Alors le petit les amène devant l'ours farceur et leur explique son fonctionnement. D'ailleurs, il leur fait même l'historique. Il paraîtrait que c'était une auberge naine par le passé. Ils arrivent ensuite face au tournoi d'archerie, dans un quartier assez riche, et il leur indique la guilde des mages. Ensuite, au bas de la rue, il leur explique que c'est le château et qu'on ne peut pas y entrer comme ça. Par contre, les gagnants du tournoi y seront invités. Juste après, dans le sud de la ville, il leur montre le bâtiment de la guilde des Rangers. Et un peu plus loin, c'est la prison. Après encore un peu de marche, il leur indique la guilde des commerçants. Il leur recommande de penser à s'y inscrire s'ils ont dans l'idée de faire du commerce. Après quelques instants, il leur montre une place où il y a une grande statue du comte. Non loin, il y a le temple de la chasse. Ensuite, il les entraîne vers le quartier commerçant où il présente les différentes boutiques. Puis de retour vers l'auberge, il leur montre un lieu commémoratif qui a été construit suite à un séisme. Il les entraîne ensuite au marécage, le quartier pauvre, leur montre à l'intérieur une tour abandonnée et presque entièrement détruite. Il finit sa visite par leur montrer le labyrinthe qui mène à la tour de la sorcière. Avant de le laisser partir, Roman lui demande s'il connaît un certain Bézémur. L'enfant explique que, lorsqu'il y a des visiteurs gnomes, il leur conseille de repartir, car il leur arrive toujours des malheurs ici. Siran culpabilise un peu pour le vol qu'ils ont commis et lui donne une pièce d'or supplémentaire. Meilin lui offre le chapeau de Freyn, qui, rappelons-le, est censé être rempli de guêpes. Mais bon. L'enfant les laisse seuls. Le groupe décide d'aller voir la statue du comte, car ce matin même, ils ont été commissionnés pour enquêter dessus. Elle représente un homme sur un cheval qui brandit son épée en l'air. Ils repèrent tout de suite que des mots ont été inscrits à la peinture verte sur le socle de la statue. Siran reconnaît la langue, c'est de l'Ezati. C'est un langage ancien mais toujours utilisé. En général, il est surtout parlé et peu écrit. Il existe des communautés entières qui le parlent encore, mais c'est quand même assez rare. Plus le temps passe, moins il est utilisé. Les savants la nomment la langue oubliée, même si, de fait, quelques-uns s'en souviennent encore. Je donne à Siran 4 mots qu'il peut comprendre sans faire aucun jet. V, W-E, veut dire moi. Comprendre se dit Sigvi, S-I-G-H-W-I. Ap, AP, est utilisé comme une négation. Ilsei, I-L-C-E-I, signifie vous. Et il y a juste ce dernier mot présent dans la phrase inscrite. Cela ne les avance pas beaucoup.
Acario regarde autour de la statue. Il y a une seconde phrase inscrite dans son dos. Il voit également de la peinture sur l'épée, mais il est trop loin pour voir ce qu'il y a dessus. Notre pirate grimpe sur la statue assez agilement. Il trouve cela facile, il y a de bonnes prises. Et il en déduit qu'il ne faut pas spécialement être un pro de l'agilité pour monter tout en haut. Il lit l'inscription sur l'épée aux autres. Grâce à Siran, ils ont la fin de la deuxième phrase. Vous ne comprenez pas ou ne vous comprennent pas, quelque chose comme ça. Mais c'est bien entendu pas assez. La boussole d'Acario indique le nord et Roman propose d'aller à la librairie. Acario, qui n'a toujours pas compris comment fonctionne son objet, se met à penser très fort à un indice pour comprendre les Ati et regarde à nouveau sa boussole. Cela ne change rien, elle indique toujours le nord. Meini lui propose de toucher la peinture en regardant la boussole, mais rien ne change, si ce n'est qu'Acario a un peu de peinture sur les doigts. Du coup, ils écoutent Roman et repartent à la librairie. Ils demandent à la libraire un livre sur les Ati. Elle n'a pas de livre dessus, mais elle les informe que certaines personnes en ville le parlent. Elle ne sait pas qui exactement, mais elle sait qu'il y a un scribe à l'auberge et il peut traduire. Acario en profite pour lui revendre le livre qu'il avait acheté ici sur les pirates. Elle le reprend une pièce d'or en moins. Ils se rendent à l'auberge ensuite, et il n'y a pas grand monde cette fois-ci. Siran demande où se trouve le scribe, la tavernière lui dit d'aller à l'étage, qu'il y a un bureau où il reçoit ses clients. Ils s'y rendent. Ils trouvent un bureau de petite taille, avec beaucoup de pots d'encre de toutes les couleurs, et de plumes. Un nain est assis et leur fait signe d'entrer. Il se présente, Brogui, volonté de la caverne. Pour une pièce d'or, il leur donnera la traduction de leurs phrases le lendemain. Siran le paye. Mais nous verrons la suite une prochaine fois car la séance est terminée. Nos aventuriers ont-ils une chance de gagner le tournoi ? Cela a l'air bien parti pour certains d'entre eux en tout cas. Vont-ils résoudre le mystère de la statue ? Vont-ils se souvenir des 3 quêtes personnelles qu'il leur reste ? Vont-ils sauver la jeune gnome de prison ? Nous le saurons bientôt.